Santé pour tous. Santé pour tous. Magazine médical, produit et présenté par Denis Cheuch. Et bienvenue dans ce nouveau numéro de Santé pour tous qui est l'occasion des états généraux de la psychiatrie qui se tiendront les 1er et 2 décembre, présentera dans un premier temps les 32e journées de la Société tunisienne de psychiatrie, puis dans un second temps traitera de l'impact des images violentes sur notre santé mentale. En effet, depuis le 7 octobre, les télévisions et les réseaux sociaux sont inondés d'images d'une brutalité sans nom. Ces images diffusées en boucle sur les réseaux sociaux ne laissent personne indifférent. Mais quel est l'impact de la consommation d'images violentes sur notre santé mentale? C'est la question que nous poserons à nos invités, le professeur Elim Rachem, qui est chef de service psychiatrie à l'hôpital Larazi, qui est présidente de la Société tunisienne de psychiatrie. Bonsoir professeur Rachem. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à vous. Et puis le professeur Wahid Melki, qui est chef de service psychiatrie à l'hôpital Larazi et qui est le président du comité technique de la promotion de la santé mentale au ministère de la Santé. Bonsoir professeur Melki, merci d'être là aussi. L'actu santé. Alors en cette fin de semaine, les 1er et 2 décembre, se tiendront les 32e journées de la Société tunisienne de psychiatrie et les 10e journées des jeunes psys. Alors je vais vous demander dans un premier temps, si vous le voulez bien, un mot du programme et des principaux thèmes de ces journées. C'est un programme qui fait 4 pages. C'est très Exactement. dense. C'est la psychiatrie, la Oui. santé mentale. Donc vraiment, on va essayer de faire un tour et une synthèse de tout ce qui s'est passé en Tunisie depuis plus d'un siècle. Donc la psychiatrie. C'est les premiers états généraux? C'est la première fois qu'on y travaille depuis beaucoup d'années. Oui. Depuis 2014, on s'y est mis. D'accord. Et c'est la première fois qu'on arrive à faire les états généraux. Et depuis, donc, Dr Wahid Mel, qui est devenu coordinateur de la commission de santé mentale au ministère, Oui. il y a eu un travail vraiment régulier et studieux. Et on a pu collecter tout ce qu'il y avait comme outils et comme personnes pour servir la santé mentale. Je dis bien la santé mentale et pas la psychiatrie, c'est voulu. D'accord. Alors, dites-nous pourquoi c'est voulu, pourquoi vous faites cette différence entre psychiatrie et santé mentale? Parce que la psychiatrie, c'est la maladie. D'accord. Alors, la santé mentale, c'est ce qui doit vraiment être respecté. C'est encore plus important que la santé physique. Le bien-être pour le corps. Voilà, c'est le bien-être pour l'être. D'accord. Vraiment, c'est la chose la plus importante. Et nous devons absolument faire des choses que nous avons la possibilité de faire, puisque actuellement nous avons les médicaments, nous avons les techniques, nous avons Pas les tous outils. les médicaments, il y en a qui se plaisent, qui se des plaignent de pénuries. ça. Il y a des Et pénuries. des fois, c'est des médicaments qui sont pas chers du tout et qui manquent Oui, voilà, pour les patients. Ça, c'est un... Bah oui, c'est un l'un des- gros problème. des C'est un des problèmes qu'on va essayer de résoudre peut-être pendant puisqu'il y aura le directeur de la DSSB, il y aura toutes les personnes qui peuvent vraiment nous aider à être efficaces au niveau de la santé mentale. Tout à fait. Professeur Wahid Melki, on parle de plus en plus de la santé mentale en Tunisie ces dernières années. Tout à fait. Au fait, depuis ces dernières années, donc on a constaté que la santé mentale est quelque chose de très important, même si auparavant on le pensait déjà, mais l'avènement de la révolution et de tous ces changements, La pandémie qui est venue par la suite aussi, donc tout cela a fait que les gens se plaignent plus. Et puis maintenant, quand même, il y a un tabou qui est tombé. Au fait, on parle de la santé mentale de manière plus facile. On en parle alors qu'auparavant, on en parlait peu. Et puis, il y a le problème de la stigmatisation. À chaque fois qu'on parle de santé mentale, il y a, on entend par là, et notre amie Rim l'a expliqué. En fait, elle a dit que la santé mentale, ce n'est pas la maladie, même si à chaque fois on entend par santé mentale la maladie psychiatrique, mais au fait la santé mentale, elle va au-delà de la maladie. Il y a aussi cet aspect positif de la santé mentale, donc qu'on essaye de développer, d'améliorer, et pour atteindre
un niveau de bien-être qui Tout à est fait. de Mais qualité. vous avez lâché un mot, j'aimerais rebondir là-dessus. Vous avez parlé de stigmatisation. Oui. C'est vrai qu'il y a un gros souci en psychiatrie, là je dis bien psychiatrie, dans la mesure où certains patients en souffrance ne viennent pas vous consulter de peur de la stigmatisation et de l'exclusion sociale. Il n'est pas bien vu d'être suivi par un psychiatre dans notre société. Tout à fait. Donc la stigmatisation, elle est un peu partout dans le monde, hein, et dans notre société, elle reste quand même un obstacle majeur dans la prise en charge des malades mentaux, mais aussi dans la prévention des maladies mentales. Et on compte beaucoup sur vous, hein, sur les médias, pour justement en parler, pour lutter contre la stigmatisation. Et une émission comme celle-là, justement, elle va nous aider à parler de la maladie mentale, mais Tout à aussi fait. des autres aspects de la santé mentale. Et donc, on va lutter contre la stigmatisation. Et un malade mental, c'est exactement comme tout autre malade. Qui a un rhumatisme, qui a un diabète, qui a un diabète, Tout à fait. justement. Professeur Moulay-Ramessiam, on en avait parlé lors d'une précédente émission. Depuis 2011, vous recevez quand même de plus en plus de patients, jeunes et moins jeunes, qui évoquent un mal-être ou une dépression. Exactement, depuis les années de la révolution, Oui. entre guillemets, on reçoit, la parole s'est libérée. Oui. Les gens sont là, ils parlent de leur mal-être, de leur malaise, de ce qu'ils ont à vivre de façon difficile, et surtout des conflits. Et au jour d'aujourd'hui, on rencontre beaucoup de conflits professionnels. À l'intérieur de chaque institution, on est vraiment déboussolé parce qu'on rejoint des gens qui veulent être mis en congé de maladie de longue durée à cause d'un conflit. Et le conflit ne va pas se résoudre par ce congé de maladie, mais pour eux, c'est invivable de vivre dans une situation conflictuelle. Donc la psychiatrie, elle a changé de visage depuis quelque temps. Ça veut dire que les psychiatres qui sont arrivés en Tunisie dans les années 70 avaient affaire à la grosse psychiatrie, à la psychose, vraiment des patients très lourds. Des patients, parfois, on devait interner. Voilà, Tout exactement. à fait. Au jour d'aujourd'hui, on a affaire à l'hôpital Razi, à de la psychiatrie plus légère, mais parfois beaucoup plus difficile à prendre en charge parce qu'elle dépasse la prise en charge psychiatrique. Il faudrait une prise en charge bio-psychosociale et surtout sociale. Et au jour d'aujourd'hui, avec les difficultés que vivent les uns et les autres au niveau économique, au niveau familial, ça devient très très difficile de les prendre en charge de façon D'accord, efficiente. Donc je reviens, si vous le permettez, à ces 32e journées de la Société tunisienne de psychiatrie. Au cours de ces journées, vous allez notamment procéder à un état des lieux des soins psychiatriques en Tunisie, avec un récapitulatif de ce qui a été fait, des problèmes à rencontrer et de ce qu'il reste à faire. Alors je vous pose une question piège. D'abord, comment se porte la psychiatrie en Tunisie? Et puis, il semble qu'il y a des insuffisances qui restent à combler. Si vous deviez en relever quelques-unes, quelles seraient-elles? Voilà, question piège. Bon, il faut dire que... elle se porte bien. Oui, alors, première partie de la question, elle se porte bien. Oui, généralement, c'est notre en bonne santé. côté optimiste. C'est au niveau des chiffres, si on voit les chiffres, 1970, il y avait 10 psychiatres. Voilà. 2023, il y en a 363. Donc, oui, bien sûr. Avec 100 psychiatres à l'étranger. Donc, oui, il y a beaucoup de psychiatres qui s'en vont. Hein. Voilà, donc on se porte bien, mais il y a toujours un mais. Donc, il faudra toujours améliorer. Donc, on ne sera jamais satisfait de l'état des lieux que nous avons, de l'état des moyens que nous avons. Mais il faut dire que si on compare la Tunisie actuellement, les moyens que nous avons actuellement et ceux qu'on avait auparavant, rien à voir. Donc quand même, nous avons beaucoup de moyens en termes de personnel médical et paramédical, en termes d'institutions. Donc même les médicaments, on a plus de choix. Hein. C'est pour cela que parfois il y a des médicaments qui manquent, mais ils sont très chers. Quand même, il y a des médicaments pas chers. Oui, mais on donne les médicaments très chers à tout le monde. De toutes les manières, il y a plus de choix. Hein, parce qu'auparavant, on avait 3 ou 4 médicaments. Hein, tout à fait. Donc, maintenant, il y en a plusieurs. C'est vrai que ça manque. Et vu le contexte général, il y a des labos qui ne sont plus fonctionnels. Il y a des produits, des princeps qui manquent, etc. Il faut chercher le pain, il faut chercher le lait, donc on peut chercher le médicament. Alors, il y a eu des avancées acquises, on est tout à fait conscient de ça dans le domaine de la santé mentale et des soins psychiatriques. Mais bon, il y a des insuffisances qui restent à combler. Alors, tout à l'heure, on a parlé
pénurie parfois de certains médicaments, même basiques. On a parlé aussi de cette stigmatisation. S'il y avait une troisième chose à citer au niveau des insuffisances, quelle serait-elle pour vous? Structure intermédiaire. Les structures intermédiaires. C'est-à-dire entre l'hôpital et la maison, il n'y a pas de structure intermédiaire. Or, nos patients doivent... sont réticents à venir à l'hôpital déjà. Voilà, ils doivent avoir des structures où ils peuvent habiter en étant encadrés, mais sans être hospitalisés. Il y a des gens qui vont les voir, ils peuvent avoir une vie tout à fait normale. Et ça fait maintenant 10 ans qu'on essaye d'avoir des structures intermédiaires, des appartements thérapeutiques, des structures intermédiaires. Ça, c'est tout un créneau à développer. Voilà, et c'est un créneau qu'on peut développer dans le privé aussi. Oui. Mais il faut toujours penser aux gens qui n'ont pas les moyens, justement. Il y a ça aussi. Et c'est la grosse majorité aussi. Alors, rapidement, un mot du programme. Je disais, il fait 4 pages. Et des principaux thèmes de ces journées. Vous m'avez dit, on va toucher à tout. D'accord. Les intervenants, les invités, c'est assez large là aussi. On ne va pas toucher à des pathologies. On va toucher à des problèmes. Voilà, à des problèmes. Par exemple, on va toucher au suicide. D'accord. La prévention. Pas en tant que pathologie, mais en tant que prise en charge. Voilà, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'il y a eu quand même un observatoire, ça a fonctionné, maintenant il faudrait que ça fonctionne davantage. On voudrait aussi parler de la psychiatrie légale. La psychiatrie légale concerne le mode d'hospitalisation des malades psychiatriques, puisqu'il est différent. Est-ce que les patients qui ont commis un acte médico-légal et qui ont été jugés irresponsables de leur acte, quel est l'endroit qui serait le meilleur pour les traiter? Est-ce que c'est l'hôpital ou est-ce que c'est une infrastructure ailleurs? On va parler des soins de la première ligne, parce que les malades ont toute une trajectoire qu'ils vont parcourir. La première ligne, comment elle doit être et de qui elle doit être faite. Les psychotropes, voilà, les médicaments, parce que vous savez, les médecins généralistes n'ont souvent pas le droit de prescrire les médicaments psychotropes, certains médicaments. Or, qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils ne vont pas prescrire, s'ils ne vont pas prendre en charge? Donc, on va essayer de parler de tous ces axes-là. Mais finalement, qui va assister? Alors, il n'y a pas que des psychiatres qui vont venir, il y a des médecins de première ligne aussi. D'accord, c'est clair. Oui, c'est déjà que les psychiatres, les privés, les publics, les jeunes, les moins jeunes, tous s'entendent sur l'état des lieux, ce qui existe et qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer les choses, c'est déjà pas mal. Et vous allez publier par la suite tout à fait, on compte les résultats. C'est déjà en cours, parce que pendant tout ce mois, Wahid coordonne tout le mois. Il a été pratiquement pris toutes les journées avec un expert de l'OMS, et tous ces axes ont été étudiés. C'est-à-dire que c'est vraiment le résultat d'un travail qui est bien entamé. Et on va essayer, par exemple, les autres psychothérapies. Il n'y a pas que les médicaments. Il y a des maladies qui ne nécessitent pas une prise en charge médicamenteuse. Donc ça va être aussi développé. Donc tout ça nécessite un guideline, et peut-être après ces états généraux, on pourra sortir les approches qu'on doit entamer. Tout à fait, avec l'INEA, j'imagine. Exactement. Justement, le ministère est conscient de ce problème, de l'importance de la santé mentale et des insuffisances. Et donc, ils font un travail justement pour définir les moyens que nous avons et puis les insuffisances, et de pouvoir mettre en place des actions qui peuvent combler ces lacunes progressivement, parce qu'on ne peut pas tout du jour au lendemain, bien sûr. Donc, et nous étions invités tous les psychiatres pratiquement, pour réfléchir à cela. Donc sur le plan au niveau du ministère, mais aussi les sociétés savantes, c'est clair, telles que la STP, la Société tunisienne de psychiatrie, la Société des jeunes psy, vous connaissez certainement les différentes sociétés, parce qu'il y en a 9. Des privés et des universitaires. Donc tout ce beau monde il est en train de réfléchir et d'essayer de proposer des solutions. On essaiera, bien sûr, qu'on va proposer au ministère, et j'espère qu'on pourra les mettre en place. Alors, on en reparlera. Ça démarre demain, 1er et 2 décembre, les 32e journées de la Société tunisienne de psychiatrie et les 10e journées des jeunes psy. Alors, j'aimerais que l'on parle à présent de ce que nous vivons tous en ce moment,
Depuis le 7 octobre, il y a les télévisions, les réseaux sociaux qui sont inondés d'images d'une brutalité sans nom. Ces images qui sont diffusées en boucle sur les réseaux sociaux ne laissent personne indifférent. Et je souhaiterais essayer d'évaluer avec vous l'impact que peuvent avoir ces images violentes sur notre santé mentale qui est déjà fragilisée, il faut le dire, par la crise sanitaire et puis par la crise que traverse notre pays. À la une. Alors depuis bientôt 2 mois, nous faisons face à un flot constant d'informations et d'images liées au bombardement à Gaza, à la télévision, sur les réseaux sociaux. On a vu beaucoup de vidéos, quantité d'images violentes. On assiste impuissant au génocide atroce des Palestiniens, il faut dire ce qui est. Et autour de moi, il y a de nombreuses personnes qui évoquent un mal-être, avec un esprit envahi en permanence par les informations et les images. Certaines personnes, même maintenant, essaient de se protéger, de ne plus regarder en permanence ces images, parce que c'est arrivé à chacun d'entre nous, j'imagine, les yeux ouverts en conduisant, en faisant autre chose. On voit ces enfants, on voit ces images qui nous poursuivent et qui nous hantent. Alors, ce mal-être peut paraître certainement insignifiant, hein, je suis tout à fait d'accord, en comparaison de ce que vit la population palestinienne, mais il mérite pourtant que l'on s'y penche. Alors, question que je vous pose, quelles peuvent être les conséquences d'être exposé comme cela en continu à des images violentes ? Donc, comme vous savez, ces expositions quotidiennes et parfois on a des images qui sont trafiquées, c'est-à-dire qu'on a l'impression, on sait que c'est pas tout à fait ce qui se passe. Ça donne comme des états de stress post-traumatique, c'est-à-dire que la personne, avant de s'endormir la nuit, a des reviviscences de ces images-là, même si sa vie à elle, à ce moment-là, n'a pas été mise en danger, mais on se dit, ce petit pays qui a été envahi petit à petit, on ne sait plus vraiment sur quel pied danser dans ce monde. L'injustice est là, l'impuissance est là, donc tout le monde peut être envahi dès qu'un pays semble... Il y a eu l'Ukraine juste avant. Voilà. La Palestine, ça fait 75 ans. Exactement. Et donc... toutes les personnes qui sont dans... En plus, on a un sentiment d'appartenance, nous, les Tunisiens, avec les Palestiniens. Depuis toujours. Voilà, ils ont été accueillis par Bourguiba, on a vécu ensemble, on les connaît bien, on a les mêmes croyances, on a les mêmes cultes, etc., etc. Et on comprend pas le silence de certains pays, on comprend pas pourquoi l'être humain n'est pas traité sur le même pied d'égalité. 35 otages par rapport à 8000 morts. Donc, c'est injuste de tous les côtés, c'est sûr. Mais on ne comprend pas que la vie humaine n'a pas la même importance parce qu'on est... Et quelles peuvent être les conséquences on n'en sort pas indemne, ça c'est sûr. Il y a cette surinformation dans laquelle nous sommes immergés. Ça produit comme un état d'alarme, d'anxiété. Alors, la question, les facteurs de stress sont toujours des facteurs de risque d'altération de la santé mentale. C'est à ça que je veux venir. Oui. Il y a une haine qui s'installe, une haine de l'autre. Et cette haine de l'autre, elle n'est pas... On ne peut pas justifier la haine, elle est injustifiable. Mais cette haine, elle nous mange de l'intérieur. Chacun de nous ne comprend pas pourquoi... Des bébés... surtout les bébés, les bébés et les enfants... Oui, j'aimerais bien souligner quand même quelque chose. Au fait, la réaction face à ce qui se passe, ces atrocités, on ne peut pas rester indifférent. Tout à fait. Mais les personnes réagissent d'une manière différente les unes les autres. Il y a ceux qui sont un peu plus ou moins touchés. Et puis il y a ceux qui développent réellement un état de stress post-traumatique. C'est une maladie qui est généralement sévère. Mais c'est pas du stress post-traumatique à proprement parler, parce que ils n'ont pas vécu. Mais c'est-à-dire qu'auparavant, les scientifiques ils pensaient que seules les personnes qui étaient personnellement témoins de ces scènes de violence pouvaient ressentir des symptômes post-traumatiques. Et aujourd'hui, non. La définition de l'état de stress post-traumatique, ce n'est pas uniquement quand on est exposé soi-même ou quelqu'un de proche à cet événement traumatisant, même. Si on regarde la télé, on voit que ça se passe ailleurs, on peut développer un état de stress post-traumatique. Tout simplement, juste pour dire que quand on regarde un film d'horreur, on ne développe pas un état de stress post-traumatique. On sait que c'est de la fiction.
Tout à fait. C'est exactement ça, ce qui est différent. Voilà. À la limite, on rigole et on dit tiens, ils ont mal fait leur hémoglobine, là, ils ont... Alors que quand on voit des scènes de guerre, enfin, qui sont réelles, eh ben, on sait que c'est réel. De deux, on peut s'identifier surtout à ces personnes, à ces enfants. Et donc, c'est ce qui fait qu'on sent quelque chose de l'ordre de l'horreur. Et puis, il y a un troisième phénomène, c'est le vécu d'impuissance. C'est ça ce qui fait qu'on développe ce malaise et parfois même un état de stress aigu et un état de stress post-traumatique. Donc, la réalité de la chose, l'atrocité est le fait qu'on se connaît impuissant face à cette horreur. Et l'injustice. Bien sûr. L'atrocité. Et puis, j'aimerais aussi vous interpeller sur autre chose. Il y a une surenchère du côté des médias. Avant, on ne nous montrait pas des personnes décédées. Maintenant, on nous les montre à visage découvert. C'est terrible. C'est pas les médias officiels. C'est les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux. Et justement, parce qu'il y a une charte médiatique que généralement les médias essayent d'éviter. Oui, enfin on a vu généralement, les médias qui venaient nous donner des leçons le lendemain de la Révolution, là, soi-disant, nous en Tunisie, à la veille des élections, mais ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est ça ce qui est vraiment problématique. Vraiment, s'il y a un vrai problème, c'est là. Donc il nous passe des scènes d'horreur. Et ces vidéos qui sont partagées en masse, est-ce qu'elles ne risquent pas de contribuer à la banalisation de la violence ? En tout cas, pour les enfants et pour les adolescents, elles contribuent à banaliser la violence parce qu'ils se disent, si ça se passe comme ça, c'est que c'est pas si grave que ça. Donc, je trouve que c'est vraiment honteux pour des personnes de partager, de divulguer des choses aussi horribles. Quel intérêt ? Quel intérêt ? Et il y a un impact particulier sur les jeunes. Oui. Évidemment, parce que les jeunes, ils vont porter ça avec eux au niveau même de leur inconscient. Ils vont avoir ces images-là et les jeunes, quand on fait partie, il y a les gagnants et les perdants. Donc les perdants, ils vont toujours avoir ce sentiment d'impuissance. Et moi, je trouve que ce qui est révoltant, c'est que c'est en train d'alimenter certains groupes je vais dire le mot terroriste, parce que ça alimente leur haine. Et bien sûr. Et alimenter la haine. Et quand il y a ce sentiment d'injustice et qu'on sent qu'on n'a plus rien à perdre, de toute façon, donc on se dit, bon, à quoi bon ? Tout à fait, c'est ça qui est de terrible. C'est qu'à l'heure actuelle, il risque d'y avoir des actes terroristes qui vont s'exporter dans le monde entier, parce que il y a trop d'injustice, il y a trop... Tous d'accord pour ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est une horreur. On condamne, tout le monde condamne ce qui s'est passé, la violence, ces 37 victimes, tout le monde condamne. Mais on condamne de la même manière toutes les violences sur des personnes innocentes. Sur des civils. C'est insupportable. Une exposition comme ça à la violence à travers les médias, est-ce qu'elle peut donc favoriser chez certains l'apparition de symptômes associés à un état de détresse ? Tout à fait. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est quels vont être ces symptômes ? Certainement, des personnes à l'écoute vont se reconnaître. Quels sont ces symptômes que nous développons justement suite à cette exposition à ces images violentes ? Oui, généralement, c'est d'anxiété. Généralement, c'est de troubles du sommeil. Souvent, c'est des cauchemars. Ils peuvent revivre ces scènes, c'est-à-dire en boucle. Ils n'arrivent pas à chasser ces scènes de leur conscience. Donc, ils ont des réactions du sursaut qui sont exagérées. Au moindre bruit, ils sursautent. Ils deviennent irritables. Puis, ça peut aller jusqu'à avoir des états dépressifs, d'un sentiment de tristesse, de détresse. D'impuissance. Oui, tout cela. Et donc, les gens, ils viennent, surtout les personnes vulnérables, ceux qui sont déjà suivis pour des états anxieux et dépressifs, quand ils viennent nous consulter ces derniers temps, ils n'arrêtent pas de parler de cela. Ils nous disent on n'arrive pas à dormir, on n'arrive pas à supporter ces scènes d'horreur, et donc ça agit sur leur vie quotidienne. Ils le sentent tous les jours.
Tout à l'heure, professeur Rim Rachem, vous avez parlé de choses qui sont importantes. Il y a une ambiance anxiogène qui prévaut. Toutes les valeurs auxquelles naïvement on croyait, le droit international, les droits de l'homme, ont été bafoués, violés sans vergogne. Et nous voyons le monde basculer dans ce qu'on peut appeler une forme de chaos. Les choses qui étaient établies se voient bouleversées. Les gens se posent la question, quel monde allons-nous laisser demain à nos enfants? Quelles valeurs leur inculquer? Après, on est des dinosaures, après tout ce qu'on a appris à nos enfants, tout ce qu'on nous a appris. Moi, j'ai une amie qui m'a dit, moi, ma fille, je la retire de la danse classique, du piano et tout, ça sert à rien, il faut qu'elle aille faire des sports de combat, c'est la loi du plus fort maintenant, ça va être la jungle, et elle n'est pas armée pour vivre dans ce monde. Mais c'est tout à fait juste ce que vous dites. On est confronté à un monde où les valeurs ne sont plus celles qu'on a eues quand on était enfant. C'est-à-dire il y avait la justice, la démocratie, le bien, le mal. Tout était bien défini. Et là, on ne comprend plus rien. C'est réellement la loi du plus fort et la loi n'est pas du tout convenable aux valeurs universelles. Tous les codes qu'on a appris, qu'on Nuremberg, tous les codes qu'on nous a enseignés, ils sont tous bafoués, personne ne parle. Et quand ils parlent, ils se font remonter les bretelles. On a vu dernièrement les artistes, des célébrités à Hollywood qui ont essayé de prendre position, qui se sont fait virer d'un casting, d'un feuilleton, d'un film. Quelle liberté par le temps. Oui, tout à fait. Justement, il faudra, de toutes les manières, agir très tôt auprès de nos enfants. Aux premières années de leur vie, pour leur inculquer justement ces valeurs. Mais lesquelles? Les valeurs qu'on voit bafouées, qu'on voit violer au quotidien. Il faut croire à nos valeurs, nos vraies valeurs. Il faut le faire. On n'a pas le choix. Il faudra partir très tôt, s'occuper de ses enfants très tôt, parce qu'au-delà de 12, 13, 14 ans, c'est fini, l'histoire est pliée. Donc on n'a plus rien à inculquer à un enfant qui a 12, 13 ans. Mais l'éducation, elle a son effet, c'est pendant les premières années de la vie. Au-delà de 10 ans, il n'y a pas beaucoup de choses à faire dans l'éducation d'un enfant, d'un futur citoyen. Les choses sont déjà balisées. Il y a encore des choses à faire. Donc c'est pour ça qu'il faudra... Non, mais vraiment, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Justement, c'est ça le problème. Il faudra... Voilà. Vous m'avez dit sur silencieux. Alors, j'aimerais, il y a quand même un volet important où j'aimerais qu'on fasse. C'est important. J'aimerais bien insister là-dessus. Il faut vraiment mettre le paquet sur la jeunesse, c'est-à-dire très très jeune. Le surmoi est très important. Avant 10 ans. Sociétal. C'est-à-dire que quand avant 10 ans. On éduque notre enfant entre l'âge de 6 à 12 ans, on inculque le surmoi sociétal, le surmoi parental. C'est-à-dire on lui introduit chez lui de façon inconsciente ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Et les parents doivent aussi respecter cela. C'est-à-dire que tu lui montrer l'exemple. Voilà. Tu lui dis pas de ne pas, je vais dire n'importe quoi, manger. De ne pas voler. Voilà. Et le parent... La terre du voisin. Voilà, exactement. Et insulte le voisin, jette par exemple son mégot de la voiture, fait des choses qu'on ne doit pas faire. Ça on les voit tous les jours. Donc il faut vraiment respecter, il faut avoir l'éthique de son éducation et éduquer son enfant avec une réelle éthique et une réelle morale, je vais dire. Alors parlons de prévention, si vous le voulez bien. Les faits sont là, il y a cette ambiance anxiogène. Déjà on n'était pas spécialement vernis chez nous, et puis voilà, on épouse, fait et cause pour le peuple palestinien, donc les gens sont mal, il y a un mal-être qui est là. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger sa santé mentale, éviter d'être 24 heures sur 24 sur les réseaux sociaux déjà, et regarder ces vidéos, protéger nos enfants. Exactement. Est-ce qu'on peut en parler à nos enfants de ce qui se passe? Moi je pense qu'il faut avant tout, il faut parler. Il faut jamais laisser les choses non dites. Il faut expliquer. Il faut qu'ils comprennent l'histoire aussi, parce que l'histoire, elle est très compliquée, l'histoire de la Palestine et d'Israël. Il faut vraiment essayer de leur inculquer la vraie histoire, parce que l'histoire, elle est faite par les gagnants, donc elle n'est pas toujours... Tout à fait. Et donc, essayer de leur faire comprendre ce que c'est que ce qui s'est passé là-bas. Et puis nous aussi, il faut aussi qu'on essaye de nettoyer aussi
chez nous. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on fait de façon incohérente. Donc, il faut absolument tout expliquer aux enfants. Et l'enfant, il est apte à comprendre, il est apte à bien agir si on lui explique exactement les choses comme elles ont été faites et comme elles doivent être faites. Donc, il y a plein de choses à faire. Moi, je voulais juste dire un petit truc, parce qu'on nous dit toujours, nous, les psychiatres, on nous confronte à toutes les difficultés sociétales. Par exemple, un parent qui a un enfant qui est homosexuel. On nous l'amène pour le traiter. L'homosexualité n'est pas une maladie. Pas, bien sûr. Voilà. Mais les parents ont du mal à comprendre cela parfois. Donc, les psychiatres sont souvent confrontés à des choses... En fait, c'est tous les malheurs du monde qui se déversent dans vos cabinets, toutes les anomalies, toutes les anomalies, elles doivent être traitées. L'enfant doit être ce que le parent veut. Non, l'enfant, et c'est ce qu'il a envie d'être. Vous lui donnez les outils et il va se développer comme il veut. Donc, par rapport même à ce qui se passe dans le monde, à l'école, il entend des choses. Sûr. À la maison, il entend autre chose. Donc, il nous voit scotcher derrière nos écrans. Voilà. Donc, il faut absolument qu'il trouve, lui, une idée qui sera la sienne. Nos enfants ne sont pas ce qu'on veut qu'ils soient. Il faut les laisser être ce qu'ils veulent être avec les outils qu'on va leur donner. D'accord. Que faire pour protéger notre santé mentale à nous, adultes? Il faut se faire du bien. Il faut se faire du bien. Et puis là, je pense qu'il y a beaucoup de films qui passent dans les salles de cinéma qui sont pas mal. Non, sérieusement. Non, sérieusement, il faut se faire du bien. Voilà. Il faut se protéger. Il n'y a pas que la télévision, les mauvaises nouvelles. Il y a le sport qui est très important. Il y a des rituels de vie qui sont très importants. Il y a des rituels au niveau de la famille qui sont très importants. Les choses qu'on aime faire, il faut en faire beaucoup, dans la mesure du possible. Professeur Wahid Malik. Oui, il faut avoir une vie sociale, un réseau social qui est de bonne qualité. Il faudra ne pas s'isoler, parce que les gens s'isolent face à l'écran, ils voient que c'est malheureusement ces horreurs. Il faudra vraiment éteindre la télé, puis aller... éteindre la télé, peut-être quand les enfants sont là, ils rentrent de l'école déjà, pour ne pas qu'eux-mêmes soient... Je pense que la télé pour les enfants, il faut vraiment discuter avec les enfants. Il faut leur expliquer. Il faut enlever le portable. Oui. Et discuter avec sa journée, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a envie de faire, de ce qu'il a embêté. Parce que vous avez beaucoup d'enfants qui sont harcelés à l'école, qui ne le disent pas aux parents. Il y a plein de sujets sur lesquels on pourrait revenir, sur lesquels on doit agir pour qu'ils ne fassent pas de mal. Et ça se prévient. Comme le harcèlement scolaire, les harcèlements sur les réseaux sociaux. On doit vraiment prévenir tout cela. J'aimerais... je vais vous demander des recommandations générales, bien entendu. J'aimerais aussi rappeler ces 32e journées de la Société tunisienne de psychiatrie et les 10e journées des jeunes psys. C'est qui les jeunes psys? C'est les résidents. Oui, c'est les psychiatres en formation. Donc ils ont déjà leur 10e journée. Voilà. Oui. Donc ils ont créé une association depuis 10 ans maintenant, et chaque année ils organisent une journée. Cette année, on s'est dit, allez, on va rassembler les vieux et les jeunes, et donc pour justement partager. On s'est dit, on ne peut pas parler des états de lieux de la santé mentale, pour ne pas dire de la psychiatrie, sans que ce soit partagé avec les jeunes et avec les moins jeunes. Et donc, c'est pour cela qu'on a tenu à ce que cette journée se fasse avec l'association des jeunes psys. Vous êtes le président du comité technique de la promotion de la santé mentale au ministère de la Santé. Nous avons un seul hôpital psychiatrique, celui de Razi, mais nous avons plusieurs services de santé mentale. D'ailleurs, certains se font appeler service mental au lieu de service de psychiatrie. Par exemple, c'est le cas dans l'hôpital de la Marsa, c'est le cas. L'appellation, qui l'a choisie? C'est le chef de service. Ah, d'accord. Et pourquoi? Tout simplement pour éviter la stigmatisation. C'est-à-dire, si on va dire que c'est un hôpital, c'est un service de psychiatrie, c'est-à-dire
des maladies mentales. Donc, justement, le choix, il n'est pas comme ça. Non, c'est pas innocent. Un choix, il n'est pas innocent. Rien n'est innocent en psychiatrie. D'ailleurs, en France, il y a ce qu'on appelle les centres médico-psychologiques. Alors que c'est des centres où on voit des malades psychiatriques. Donc, justement, parce que la stigmatisation est tellement forte qu'on utilise tous les moyens pour essayer d'y remédier et de baisser un peu cette stigmatisation. Vous êtes président de la Société tunisienne de psychiatrie, professeur Alim Rachem, mais bon, qui dit psychiatrie dit aussi pédopsychiatrie, même s'il y a une société aussi maintenant. La pédopsychiatrie prend aussi de plus en plus de place et j'ai l'impression que les parents emmènent plus volontiers les enfants consulter un pédopsychiatre que eux-mêmes aller voir un psychiatre. C'est pas la même chose. Tout à fait, parce que ça va aider l'enfant au niveau de sa scolarité. Et puis c'est souvent l'enseignant qui demande à ce que l'enfant aille consulter, que dès qu'on remarque qu'un enfant a des difficultés scolaires, il consulte. Et nous avons vraiment la chance d'avoir d'excellents centres de pédopsychiatrie, surtout sur Tunis et sur Sfax, où nous avons le service de registre et le service de parce que comme il à Razi, on a un excellent centre et ils font de la remédiation cognitive. D'ailleurs, dans ce congrès, nous accueillons aussi la Société tunisienne de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. On ne le paie pas dans l'annonce, mais ils ont leur journée qui se fait avec nous. On a essayé de réunir un peu toute la psychiatrie tunisienne, puisque c'est les états généraux, parce qu'il n'y a pas de scission entre nous, il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes partout, dans chaque secteur libéral ou hospital universitaire, et nous devons les résoudre ensemble. Les psychiatres partent de plus en plus. Pourquoi? Ils sont très demandés en fait. Les Tunisiens sont très demandés. On est d'excellents médecins. Et les psychiatres en particulier parce qu'on travaille beaucoup. C'est-à-dire qu'on... C'est une spécialité rare. Au fait, là, j'aimerais bien souligner quelque chose de très important. Nous avons une très bonne formation, et je suis fier de l'annoncer, de formation de médecins, que ce soit psychiatre ou... ça c'est réellement. Et là, on le constate quand ils passent des concours, quand ils sont des concours pour être recrutés ailleurs. Voilà, on voit qu'ils passent les premiers, ils sont pratiquement tous acceptés. Là, ça veut dire que c'est quelque chose de très fort. Maintenant, le problème, comment on va retenir ce qu'on est en train de former. Il ne faut pas oublier qu'on a l'élite, on a les personnes qui ont 18 de moyenne au bac. Et puis... Donc on a cette chance d'avoir l'élite et on doit essayer de retenir un peu cette élite. Et j'aimerais bien que cette élite aussi ait un esprit plus patriotique et de la redevabilité, ce dont on en parlait, soit un peu plus appliqué. Aussi bien envers les parents qu'envers la patrie. Envers la patrie. Et d'un autre côté, la patrie peut aussi faire quelque chose pour eux, ne serait-ce que les protéger des agressions à l'hôpital, ne serait-ce que leur donner les moyens de travailler, parce qu'ils apprennent des tas de choses à la fac, comme vous le dites. Il y a une formation magnifique à l'hôpital aussi, en tant qu'interne. Et puis, arriver, des fois des médicaments basiques, il n'y a pas de bétadine même, par exemple, on va dire ça, ou il n'y a pas d'anesthésique, ou il n'y a pas... Voilà, donc ils baissent les bras, et puis commencer, par exemple, je pense aux jeunes résidents, leur payer leur garde Covid, qui n'a toujours pas été payé. Enfin, il y a des tas... Donc c'est vrai, mais on pourrait aussi essayer de les retenir en leur montrant un minimum de respect et de gratitude aussi. Voilà, je me fais un peu l'avocat de l'autre côté. Vous avez raison. Voilà. Alors, avant de nous quitter, j'aimerais quand même que vous nous donniez des conseils pour conclure concernant l'impact de ces images violentes sur notre santé mentale, parce qu'on est en plein là-dedans, et là on va replonger encore plus à partir de demain. Donc, la trêve est terminée. Voilà, normalement, elle ne devrait pas être reconduite demain, en tout cas on croise les doigts. Et comment parler de trêve quand il s'agit de génocide? Non, ça doit être un arrêt définitif. Voilà. Il faudra savoir se protéger. Réellement, le meilleur conseil, c'est de limiter le temps qu'on passe devant la télé ou devant les écrans de manière générale. Les écrans de manière générale, pour limiter ces bombardements d'images violentes. C'est pas possible de rester indifférent quand on voit ces images. C'est impossible, même si on a toutes les capacités de résilience. Donc c'est pour cela qu'il faudra limiter le temps qu'on passe. Mais quelque part, on ne peut pas faire la politique de l'autruche. C'est une cause qui nous tient à cœur et on se dit, si on ne suit pas comme ça tout le temps
temps, est-ce que quelque part c'est pas les trahir, on est à distance mais on est avec eux et on suit ce qui se passe. Voilà, c'est ce que disent les gens. Hein. Oui, je sais, mais de toute façon, il faudra suivre l'actualité, mais ne pas passer des heures et des heures, ça rend malade. Surtout qu'on est impuissant face à cette violence. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Sinon, se lamenter et souffrir et être confronté à nos limites et à nos... Donc, c'est pour cela qu'il faudra savoir se protéger. Oui, on aimerait bien que cette cause soit défendue, que les Palestiniens vivent dans la dignité, etc. Ça, tout le monde le sait. Enfin, c'est-à-dire tout le monde le souhaite. Maintenant, il faudra aussi savoir se protéger, de ne pas sombrer comme ça dans cette tristesse, cette peur, parce que c'est vraiment invivable, hein, c'est difficile à gérer. Professeur Elim Rachem, je vous demanderai le mot de la fin. Alors le mot de la fin, je voudrais dire aux patients, aux personnes qui souffrent des petits maux, comme l'insomnie, l'anxiété, un petit blues, un sentiment de fatigue. Il faut pas banaliser, il faut consulter. Pas pour demander une consultation abusive, mais vous savez, la dépression, quand on la traite à temps, c'est vraiment 100% de réussite, et si on la traite pas à temps, c'est 30% uniquement de réussite. Donc il faut pas hésiter à consulter, il faut pas hésiter à se prendre en charge, il faut pas hésiter à essayer de faire un moment à soi, et ces moments à soi, il faut vraiment les vivre intensément et s'éloigner de toutes les sources de stress et aussi de toute personne qui pourrait entraîner un stress ou des difficultés à digérer tout ça. Il faut parler. À qui on parle? Même tout seul. Non, mais vraiment, cette question. Donc, on parle à quelqu'un de proche, mais aussi à quelqu'un qui aurait pu voir un problème psychiatrique et qui a pu avoir un contact avec un psychologue ou un psychiatre, sinon au médecin généraliste, au médecin de famille, sinon... Trouver une oreille. Voilà, c'est ça. Donc il y a pas mal de personnes à qui on peut justement parler. Surtout, il faut en parler. Il ne faut pas rester dans cette souffrance et il faut parler de sa souffrance, ça soulage, et puis ça peut aussi amener à être pris en charge. Demain, vous allez avoir plein de monde à vos services respectifs à l'hôpital. Non, le problème, c'est que financièrement, les gens n'ont plus beaucoup d'argent pour consulter, et ça, c'est aussi un gros problème. Donc, il faudrait vraiment qu'on arrive à trouver des solutions à tous les niveaux. Ouais. Tout à fait. Merci infiniment. Je suis sûre que ce seront des états généraux très fructueux, très enrichissants, qu'on apprendra beaucoup de choses et ça débouchera certainement aussi sur des recommandations. Je rappelle que demain, plutôt les 1er et 2 décembre, donc se tiendront les états généraux de la psychiatrie. Voilà, c'est 32e journée de la Société tunisienne de psychiatrie, en même temps que, je crois, les 10e de des jeunes psy, 10e journée des jeunes psy. Merci professeur Elim Rachem, chef de service psychiatrie à l'hôpital Razi. Vous vouliez rajouter quelque chose? Je voudrais dire, comme a dit Freud, les émotions non exprimées ne meurent jamais. Elles sont enterrées vivantes et libérées plus tard de façon plus laide. De façon plus laide. Voilà, ça c'est le mot de la fin. Donc il vaut mieux les sortir tout de suite tant qu'elles sont belles, quoi. Tout à fait. Très bien. Voilà. Je saurai quoi répondre la prochaine fois qu'on me dit que je suis bavarde. Maintenant, laissez sortir tout ce que j'ai à dire, sinon elles ressortiront plus laides plus tard. Merci infiniment, professeur Elim Rachem, chef de service psychiatrie à l'hôpital Razi et présidente de la Société tunisienne de psychiatrie. Merci professeur Wahid Maliki. Je rappelle que vous êtes chef de service de psychiatrie à l'hôpital Razi et président du comité technique de la promotion de la santé mentale au sein du ministère de la Santé. Merci infiniment à tous deux. Et je rappelle à nos auditeurs que vous pourrez retrouver l'intégralité de cette rencontre de Santé pour tous sur nos réseaux sociaux grâce à Sofiane Benjima, voilà, qui nous a retransmis en streaming live. Le podcast est disponible tout de suite, immédiatement. Merci beaucoup. Merci. Santé pour tous. Santé pour tous. Magazine médical, produit et présenté par Denis Echeuch.